Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Édition spéciale consacrée au Sénégal à l'investiture de son nouveau président Bassirou Diomaye Faye. À 44 ans, il est le plus jeune président de l'histoire du pays. Quels sont les défis qui l'attendent? Comment est-il perçu dans la région? Les détails dans cette édition spéciale. Mais d'abord, arrêtons-nous un instant sur cette journée qui va marquer le début du mandat de celui qui a fait campagne à pied levé, qui n'était pas au départ prédestiné à présider le Sénégal. Retour sur ces instants qui vont sans doute marquer l'histoire du pays avec Sara Sako, Elimane Dao et Aminatou Diallo. Salle comble pour l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. 8 chefs d'État ont fait le déplacement, ainsi que de nombreux invités. Parmi eux, ces militants du PASTEF, plusieurs ont connu la prison, arrêtés en marge de manifestations ces derniers mois. On a touché le fond dans ce pays-là. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie qui nous anime, un sentiment de fierté, parce que à côté de ces arrestations-là, il y a eu la résistance face à l'oppression. Je suis trop content parce que on s'est beaucoup battu pour un projet. Et c'est ce projet qui doit sauver le Sénégal. Aujourd'hui, on est au summum avec à sa tête le président Bassirou Diomaye Faye. Le rappeur français Youssoupha a fait le déplacement. Il est l'un des artistes favoris du nouveau président. Les générations changent et les goûts évoluent. Mais non, je le prends comme un honneur. Je le prends comme un honneur, mais au-delà de ça, je pense il aura besoin de plus que mes textes encore pour accomplir la tâche qui est devant lui. Et je pense qu'il va falloir lui donner beaucoup de force, beaucoup de prières. Devant le palais présidentiel où la passation de pouvoir a eu lieu, la foule est venue acclamer le 5e chef de l'État. Ouais, je disais que le sentiment que nous éprouvons actuellement, c'est un sentiment de bonheur. Un sentiment de bonheur et un sentiment de fierté. Nous avons beaucoup d'espoir en lui. Nous pensons qu'il va restaurer la démocratie. BDF, les initiales du nouveau président de la République du Sénégal flottent désormais au-dessus du palais présidentiel à Bassirou Diomaye Faye, dont les actions sont attendues par les Sénégalais sur plusieurs secteurs, notamment le coût de la vie, mais aussi l'emploi des jeunes. Et nous retrouvons notre correspondante à Dakar, Sara Sako. Bonsoir Sara. Vous avez avec Elimane Dao, qu'on vient de voir, et Aminatou Diallo, assisté à cette investiture. En quoi on peut dire qu'elle est historique ? Historique à plusieurs points de vue. D'abord, on l'a compris, Bassirou Diomaye Faye incarne une nouvelle ère, en tout cas se veut donc le président d'une nouvelle ère, d'un nouveau style de gouvernance. Il s'est présenté comme le candidat anti-système et donc le président anti-système contre l'ordre établi. Il propose la rupture. D'ailleurs, il l'a dit la première fois qu'il s'est exprimé devant la presse après son élection. Les Sénégalais ont exprimé le besoin de changement, de rupture. Donc c'est vraiment un virage à 360 degrés en quelque sorte, et il propose un nouveau style, un nouveau modèle de société, un nouveau style de développement avec notamment la souveraineté économique, le panafricanisme, le fait de renégocier les contrats miniers, les contrats gaziers, les accords de pêche. Il se prononce pour des partenariats plus équitables avec les partenaires, les pays étrangers, etc. Donc voilà, en tout cas, il affirme vraiment qu'il sera le président du changement. Et puis, la situation est inédite, il faut quand même le rappeler. Il y a une quinzaine de jours, Bassirou Diomaye Faye était en prison et il était méconnu du grand public, puisqu'on le sait, il a remplacé au pied levé Ousmane Sonko, l'opposant charismatique qui avait proposé justement ce projet aux Sénégalais, et il a concouru à sa place dans la course à l'élection. Et
et c'est inédit également, pour un opposant. Il l'a emporté dès le premier tour. Et puis, vous l'avez entendu dans notre reportage, pour les militants de leur parti dissous, le PASTEF, et au-delà, eh bien, c'est un peu la fin d'un bras de fer qui dure depuis 3 ans avec le pouvoir d'alors et l'opposition qui était donc réunie autour de la figure d'Ousmane Sonko. Et beaucoup l'espèrent, donc une ère de pacification, en tout cas de plus grande cohésion, de retour à la cohésion, de la réconciliation, il l'a dit également, pour les Sénégalais. Donc voilà pourquoi, vous me le demandiez, c'était une élection historique. Et puis les attentes sont immenses, évidemment, un peu à la hauteur des défis qui attendent Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup Sarah, on y reviendra justement sur ces défis. On retrouve tout de suite notre invité Mamadou Diamine Sarr, enseignant en sciences politiques à l'université Hamidou Kane. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on découvre les premiers pas de ce jeune président. Peut-on d'ores et déjà avoir une idée de la présidence qu'il va incarner ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Oui, c'est avant tout un président assez inédit. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un candidat de l'opposition, n'est-ce pas, remporte l'élection au premier tour. Les 2 alternances qu'on a connues se sont jouées au second tour. Donc, c'est quelque chose d'inédit en ce sens. Le deuxième point, c'est effectivement une candidature qui est, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre reportage, qui était inattendue à la fin. Donc, on s'attendait plutôt à avoir Ousmane Sonko comme candidat. Et donc, sur ce point-là, c'est quelque chose d'inédit. Et c'est donc tous ces aspects-là réunis, et tant d'autres, qui vont faire, à mon avis, qu'il propose, et que ça a été accepté, une rupture par rapport à la politique actuelle. Et je pense qu'il va essayer dans les prochains jours, dans les prochaines heures, quand il va former son gouvernement, quand il va nommer certaines personnes à des postes stratégiques, de marquer cette rupture-là, d'envoyer un message, d'envoyer des symboles à la population sénégalaise, aux acteurs politiques, mais également d'envoyer un message, comme il l'a dit tout à l'heure, à ses confrères de la sous-région et d'Afrique de l'Ouest, que nous marquer la présence du Sénégal, l'engagement du Sénégal. Sur ce point-là, je ne pense pas qu'il y aura une rupture, en tout cas sur le fond. Sur la forme, peut-être on peut y revenir, mais c'est globalement quelque chose qui va être inédit, une rupture à mon avis. Alors justement, on va parler de ça avec vous dans quelques instants. Le Mali, avec à sa tête le colonel Goïta, était l'un des premiers pays à féliciter le nouveau président sénégalais. Aujourd'hui, Bamako et Ouagadougou ont envoyé les présidents du Parlement pour les représenter à l'investiture. Mais la personnalité de Bassirou Diomaye Faye, vous l'avez dit, Lamine Sarr, incarne pour beaucoup la rupture. Il pourrait jouer un rôle notamment dans la négociation de ces pays avec la CEDEAO. C'est ce que nous explique notre correspondant régional Serge Daniel. C'est vrai que l'un des vice-présidents du PASTEF, le nouveau parti au pouvoir au Sénégal, a ses entrées au sein d'un junte guinéenne ou malienne, au Mali par exemple, où il a été reçu il n'y a pas longtemps par le colonel Assimi Goïta. Mais il est plutôt tôt de dire que le nouveau président sénégalais va faire de ses principaux alliés dans la région les régimes issus de coups d'État. Le président Bassirou Diomaye Faye, lui, il a été élu démocratiquement. En revanche, il peut avoir des points communs avec ces jeunes. Par exemple, le discours contre l'ancienne puissance coloniale, le discours sur la souveraineté, l'indépendance de ces pays, ils peuvent se retrouver sur ce point, par exemple. Un autre point sur lequel ils peuvent se retrouver, c'est le plan économique. On le sait, les pays n'ont pas d'amis, mais ils n'ont que des intérêts. Les 3 pays du Sahel, les 3 juntes du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'ont pas accès à la mer. Ce sont des pays continentaux. Et le Sénégal peut le dire, nous n'appliquerons pas des embargos. Vous pouvez vous servir de notre port, le port de Dakar, pour évacuer vos marchandises, par exemple. Sur un autre point, le nouveau président sénégalais peut jouer un rôle. On sait que les responsables des 3 juntes ont pris la décision de claquer la porte de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le nouveau président sénégalais peut jouer là également un rôle pour que les 3 pays reviennent dans la maison. Mamadou Lamine Sarr, le président Diomaye Faye, peut-il jouer un rôle pour le retour des pays du Sahel au sein de la CEDEAO ? Je le pense foncièrement, parce que pour 2 raisons. La première, c'est la
culture diplomatique du Sénégal qui a toujours fait que notre pays a toujours joué un rôle assez important dans la sous-région et en Afrique de manière générale. Notre pays, malgré sa taille et sa population, est reconnu quand même sur la scène internationale pour sa diplomatie. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, il y a votre reporter tout à l'heure l'a bien signifié, il y a des points communs. Et je pense qu'un des points sur lesquels le président Diomaye Faye pourra proposer aux États de l'AES, c'est sur le franc CFA. La sortie du franc CFA, qu'est-ce que le Sénégal va proposer au sein de la CEDEAO? Peut-être qu'une offre tangible, une offre pertinente du Sénégal pour sortir de cette monnaie pourra, à mon avis, être proposée à ces trois pays-là pour les ramener, si possible, à la CEDEAO. Sinon, en tout cas, garder de très bonnes relations avec ces pays voisins, avec qui on a toujours eu, notamment le Mali, qui est un pays avec qui on a toujours eu d'excellents rapports jusqu'ici, même si on a eu quelques soubresauts ces dernières années. Alors en tout cas, sur le plan diplomatique, son prédécesseur, Macky Sall, avait marqué les esprits, notamment lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, alors qu'il était à la tête de l'Union africaine et qu'il tentait de négocier l'acheminement sur le continent des stocks de céréales bloqués en Ukraine. Mais quel est son bilan à Macky Sall? Son bilan interne, on retiendra également la construction de nombreuses infrastructures. Léo Péchard. C'est une construction phare réalisée sous la présidence de Macky Sall. Le train express régional inauguré en 2021. Un transport qui relie Dakar à la banlieue de la capitale sénégalaise. L'une des nombreuses infrastructures qui vaut au président sénégalais une réputation de bâtisseur. Il a construit des terres, des BRT, des bonnes routes. Ça, vraiment, on est apprécié à cela. Mais ces transformations ont creusé la dette du pays. Elle est passée de 45% en 2012 à plus de 70% aujourd'hui. Et ce, malgré une croissance qui devrait caracoler à 8,3% en 2024 selon le FMI. Mais cette dynamique a peu bénéficié au Sénégal ces 12 dernières années. Si elle a diminué de 5% entre 2011 et 2019, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté reste importante, estimée à près de 38%. En termes d'indice de développement humain, le Sénégal a quitté la 154e place pour être à la 169e place. En termes de chômage, on est passé de 12%, de 13% en 2012 à 23%, à 24% maintenant. L'humain, c'est ce qui est absent dans le bilan du président Macky Sall. Un bilan en demi-teinte assombri selon certains experts par un glissement autoritaire de Macky Sall ces dernières années. Le président sénégalais est accusé de s'en être pris à de nombreux opposants. Et sa décision invalidée par le Conseil constitutionnel de reporter l'élection présidentielle n'a fait qu'accroître la défiance d'une partie de la population envers son gouvernement. Lamine Sarr, on a vu le bilan de Macky Sall, un bilan en demi-teinte. Quels seront les plus gros défis de Bassirou Diomaye Faye? Oui, je pense que le président Diomaye Faye va peut-être s'inscrire dans une autre perspective. À son arrivée au pouvoir, le président Macky Sall a poursuivi un peu ce que son prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, avait entamé dans les infrastructures, dans le développement d'infrastructures au Sénégal. Et on a un déficit. C'est là où le Sénégalais l'attendait plus tôt. On a eu un déficit sur les rapports entre les institutions, sur les inégalités économiques et sociales. Et je pense que c'est là où, à mon avis, le président Diomaye Faye va s'atteler, en tout cas accorder les priorités. Les inégalités économiques et sociales, la pauvreté, l'inflation qui est galopante ici, notamment à Dakar, et surtout le rapport de confiance entre les citoyens et les institutions, et entre les institutions elles-mêmes. Donc on a tout un travail de refonte des institutions, de refonte de confiance du citoyen aux institutions exécutives, législatives, judiciaires et les autres organes de l'État à reconstruire. Et je pense que c'est tout un défi qui attend le président Diomaye Faye au plan national. Au plan régional ou international, on en a parlé tout à l'heure, c'est replacer le Sénégal sur l'échiquier régional et jouer un rôle qui est le sien depuis toujours. Dans le reste de l'actualité, cette promesse tenue au Gabon, les militaires au pouvoir ont organisé un dialogue national. Son but est de restaurer les institutions du pays après le coup d'État. Un engagement pris en présence de Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain. Il est le facilitateur désigné par la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le Gabon. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obianze.
L'acte que vous venez de poser vous libère de l'une de vos promesses qui est d'œuvrer au retour à l'ordre constitutionnel après le coup de libération du 30 août 2023. C'est par ces quelques mots que Faustin Archange Touadéra est intervenu lors du dialogue devant les officiels gabonais, le corps diplomatique et les milliers de citoyens remplis dans un complexe sportif. À travers le président centrafricain et facilitateur de la transition gabonaise, c'est presque toute la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui encourage le général Brice Clotaire Oligui Nguema au respect du calendrier de la transition fixé à 2 ans. Il s'agit d'un des motifs de la levée des sanctions de la CAC contre le Gabon. Les déclarations de bonnes intentions des nouvelles autorités sur la vocation du dialogue ne suffisent cependant pas à convaincre le secrétaire général de la toute-puissante organisation des employés du pétrole au Gabon. Est-ce que ce sera une imposition des lettres et des mots et des éléments déjà arrêtés d'avance, ou ce sera vraiment la liberté d'expression sans tabou où les Gabonais vont exprimer leur vision du Gabon nouveau? Sans doute pour rassurer les plus sceptiques face à ce dialogue, le président de la transition a invité les délégués à se parler en toute liberté et franchise et de proposer pour le Gabon un nouveau mode de fonctionnement des institutions. Pour Pierre Claver Manganga Moussavou, ancien vice-président de la République, le dialogue doit fixer les bornes de la transition. Ce qui compte, c'est le respect du chronogramme, c'est la fin de la transition fixée par le CETERI à 24 mois et des élections libres auxquelles s'est engagé le président du CETERI. La durée de la transition sera définitivement fixée par le dialogue national, une concertation qui se fait sans Ali Bongo Ondimba. Le président déchu est toujours en résidence surveillée. Il manque à l'appel comme le professeur Albert Ondosa, son principal opposant, lors des élections controversées d'août 2023. Une semaine avant les 30e commémorations du génocide contre les Tutsis au Rwanda, Human Rights Watch a publié ses propres archives de 1994. L'ONG affirme que l'alerte avait été lancée par des défenseurs des droits de l'homme avant les premiers massacres et juge urgent d'accélérer les poursuites contre les responsables. Les précisions à Kigali de Clément Diroma. Les archives d'Human Rights Watch publiées cette semaine montrent que l'ONG alertait dès 1991 sur les massacres au Rwanda et les risques d'une catastrophe 3 ans avant le génocide contre les Tutsis. La majorité de ces documents n'avaient pas encore été rendus publics. On y retrouve des rapports sur les tueries et leur préparation, mais surtout des lettres à l'ONU et aux dirigeants occidentaux qui ont refusé d'user de leur influence pour arrêter le génocide dès les premiers meurtres le 7 avril 1994. L'organisation appelait par exemple les Nations Unies à maintenir leur casque bleu sur place, mais le Conseil de sécurité décida de leur retrait et donc de l'abandon de plus de 20 000 Rwandais à la merci des miliciens Hutus qui ont tué plus de 800 000 personnes en 3 mois. L'ONG a aussi republié un rapport documentant les livraisons d'armes françaises, égyptiennes et sud-africaines utilisées par les génocidaires. La question des archives est très importante ici au Rwanda. Des associations locales collectent, trient et numérisent aussi des milliers de documents de l'époque dans l'espoir de trouver de nouveaux éléments sur l'organisation du génocide. La République démocratique du Congo a une nouvelle première ministre, Judith Suminwa Tuluka. Elle succède à Sama Lukonde, qui était restée en poste pendant près de 3 ans. L'annonce a été faite plus de 3 mois après la tenue des élections. Ex-ministre du Plan, elle était l'une des 3 femmes à occuper un poste au sein du précédent gouvernement. Sa nomination a provoqué beaucoup de réactions. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Certains parlent d'un moment historique, d'autres ont félicité le président Tshisekedi pour sa masculinité positive. Des membres de la majorité comme des acteurs de la société civile ont salué la nomination de Judith Suminwa Tuluka. Une femme première ministre, c'est une première dans le pays alors que les profils féminins se font rares sur la scène politique. Mais surtout, Judith Suminwa Tuluka est une personnalité de confiance pour le président Tshisekedi. Ministre du Plan, elle a travaillé à ses côtés au sein du Conseil de veille stratégique, un service présidentiel, et sur le dossier phare des 145 territoires. Alors avec cette nomination, le président marque donc une continuité dans sa ligne politique. C'est un calcul technocratique qui permet dès le départ d'avoir quelqu'un qui entre dans les dossiers, parce qu'il n'a plus beaucoup de temps, il y a une attente populaire énorme. Les préoccupations sont d'ordre économique, emploi, diversification de l'économie, pouvoir d'achat, sécuritaire aussi. Donc vous avez quelqu'un qui est de profil économique,
Et après, ce n'est pas quelqu'un qui peut réfléchir en dauphin. Donc, il peut commencer déjà à faire une politique pro-domo. Vous avez quelqu'un qui va s'effacer, qui va travailler pour le président parce qu'il est technicienne et qui n'a pas d'autres ambitions personnelles. Dès ses premiers mots, la première ministre a d'ailleurs affirmé que le chef de l'État pouvait, je cite, compter sur sa loyauté. Félix Tshisekedi a aussi envoyé un message politique à son parti, l'UDPS, qui pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir obtient la primature. Alors reste maintenant à former le gouvernement, une tâche délicate où Judith Suminwa-Tuluka devra jongler entre des profils de technocrates comme le sien et des formations politiques majeures telles que l'UNC, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe et le MLC, Mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Pour finir, la disparition d'une immense écrivaine, Maryse Condé, née en Guadeloupe, décédée à l'âge de 90 ans, après une vie de combat pour sa liberté et l'exploration des identités antillaises et noires. Maryse Condé a traité dans une trentaine de livres, principalement des fictions, l'histoire de l'Afrique, de sa diaspora, l'héritage de l'esclavage et les identités noires. Que la terre lui soit légère. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Aline Bottin, notre chef d'édition. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.